Bonjour à toutes et à tous, bienvenue, c'est Smart Impact, l'émission de celles et ceux qui font de la transformation environnementale et sociétale un axe fort de leur stratégie. Et voici le sommaire. L'invité de ce Smart Impact, c'est Vincent Perrotin, le directeur RSE du groupe FDJ. Nous verrons comment l'héritière de la loterie nationale s'engage pour réduire ses émissions de gaz à effet de serre et sensibiliser le grand public sur les enjeux climat et biodiversité. C'est la loi de simplification de la vie économique qui sera au cœur de notre Zoom. Risque-t-elle de menacer la biodiversité en France? Réponse tout à l'heure. Et puis dans notre rubrique consacrée aux startups éco-responsables, vous découvrirez Biothéo, c'est son purificateur d'air biologique qui utilise des micro-algues. Voilà pour les titres, c'est parti, c'est Smart Impact. L'invité de Smart Impact, c'est Vincent Perrotin. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, heureux de vous retrouver. Vous étiez déjà venu dans l'émission nous présenter la stratégie RSE du groupe FDJ. Vous êtes le directeur RSE. On va parler de votre jeu Mission Nature qui permet de contribuer à la reforestation, à la protection d'espèces animales menacées. Mais d'abord, vos actions pour réduire l'impact environnemental, peut-être des tickets imprimés, parce que ça c'est une grande partie de ce que nous, joueurs, utilisons. Qu'est-ce que vous avez mis en place pour réduire leur impact ? Alors d'abord, je voudrais juste te rappeler que ce qu'on fait aujourd'hui sur la biodiversité et l'impact environnemental, c'est un peu le droit fil de notre ADN et de notre histoire, parce que FDJ, on a été créé il y a 90 ans par les Gueules Cassées. Donc on a été créé avec un but sociétal. La loterie nationale. La loterie nationale à l'époque, dont on en est les héritiers. Et la contribution à la société, à l'environnement, on l'a inscrit dans notre raison d'être, qu'on a fait adopter par notre Assemblée Générale en 2020. Donc il y a vraiment une filiation pour nous. Et c'est la raison pour laquelle on a aussi développé des actions sur le champ environnemental. Et la première d'entre elles, effectivement, c'est qu'on a décidé, il y a plus de 10 ans, en fait, de faire imprimer l'intégralité de nos tickets à gratter ou de nos supports papier sur du papier certifié FSC, donc qui est le plus haut niveau de certification du papier qui existe, de manière à évidemment limiter tous les impacts sur la biodiversité, éviter toute malforestation en lien avec notre activité. Ça a été notre première action. On va détailler tout ça, mais sur ce papier certifié FSC, ça suppose quels engagements de la part de vos fournisseurs ? En fait, il y a un cahier des charges assez précis et il y a chaque année des audits en fait, de vérification. Donc il y a des contrôles sur site pour s'assurer que le label, évidemment, peut bien être confirmé. Donc c'est annuel, c'est pour ça que c'est le label aujourd'hui le plus exigeant. Alors, il y a le papier, il y a l'encre. Là aussi, il y a des choix à faire, lesquels ? C'est d'avoir des encres à base d'eau, évidemment, et qui est pour limiter tout impact en lien avec nos tickets. Tout simplement, d'ailleurs, nos tickets, ils sont 100% recyclables. C'est indiqué d'ailleurs sur le ticket. Il y a un petit logo Triman qui le dit. Et donc, on peut les mettre dans la poubelle jaune. C'est très important, ça, parce que ces supports, ils doivent aussi être recyclés. Puisque sur les supports papier, il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas les recycler. Le choix des encres est compatible, justement, avec la recyclabilité de ces tickets. Vous affichez une réduction de 70% de vos émissions directes dans les scopes 1 et 2 par rapport à 2017. Comment, vous nous dites on est dans une droite ligne de l'histoire finalement de la FDJ, mais comment vous avez obtenu ce résultat en 7 ans finalement ? Alors effectivement, la première chose, je pense que comme beaucoup d'entreprises, c'est qu'on s'est penché sur nos émissions directes. C'est celles sur lesquelles on a l'impact le plus direct par la force des choses. Et en fait, on a fait un certain nombre d'actions relativement simples et concrètes. Ça commence comme par un audit. Alors évidemment, forcément, tout à fait. Savoir d'où on part. Et puis après, c'est un plan de sobriété énergétique tout simplement. Donc on l'a accéléré d'ailleurs suite à toutes les mesures sur l'hiver 2022 en particulier. Mais c'est aussi travailler sur la température de nos data centers pour augmenter un peu la température, pour ne pas avoir à consommer trop d'électricité, trop d'énergie pour refroidir nos centres informatiques. Par exemple, c'est ces mesures de ce type-là, mais c'est aussi des mesures très concrètes sur la température dans les locaux, en hiver, en été, la climatisation, des choses de ce type-là. La logistique, par exemple, parce que des tickets à livrer un peu partout dans les bureaux de tabac en France, j'imagine qu'il y a pas mal de camions sur les routes. Donc... Oui, alors il y a ça. Alors ça, on est déjà dans nos émissions indirectes, on est déjà dans le scope 3. Dans le scope 3, là, c'est vrai, vous avez raison. Et effectivement, donc, on a agi très significativement sur nos émissions directes. Et là, le
combat, c'est aussi d'aller sur les émissions indirectes, puisqu'elles représentent une part majoritaire des émissions de toutes les entreprises, et donc nous également. Et effectivement, il y a un travail aussi sur la logistique, ne pas recourir à l'avion quand on a besoin de faire des approvisionnements en tickets, des choses, des dispositifs de ce type-là, tout à fait. Alors ce jeu Mission Nature, depuis quand il existe combien a-t-il rapporté? Puis ensuite, on rentrera dans le détail des actions qui ont été menées. Alors, Mission Nature, effectivement, c'est un ticket à gratter, donc à 3 €, qui permet de gagner 30 000 €. C'est important de le rappeler. Et dont, en fait, une fraction de ces 3 €, puisqu'en fait, sur ces 3 €, vous avez 2 € qui reviennent aux gagnants. C'est le principe du jeu d'argent. Et vous avez 43 centimes d'euros qui sont reversés à l'Office français de la biodiversité. Et plus directement, en fait, à des projets qui ont été sélectionnés par l'Office français de la biodiversité. C'est une mécanique, en fait, qui ressemble à celle, qui est la même que celle qu'on a utilisée pour Mission Patrimoine, voici sur le patrimoine. Et Mission Nature, c'est en quelque sorte la petite sœur ou le petit frère de Mission Patrimoine. Déjà 7 millions d'euros récoltés, c'est ça? Voilà, alors effectivement, donc l'objectif, c'est avant tout quand même de sensibiliser le grand public. C'est très important, c'est la préservation de la biodiversité, c'est une cause essentielle pour notre avenir à tous, c'est l'avenir des générations futures. Mais effectivement, c'est aussi un moyen de collecter des fonds additionnels pour aller soutenir des projets très concrets partout en France, métropolitaine, outre-mer, sélectionnés par l'OFB. L'année dernière, c'est donc 7 millions d'euros. On a fait vraiment un très bon départ pour cette première édition qui a permis de soutenir 21 projets. Donc partout en France, je peux vous donner des exemples. Allez-y, oui. Alors moi j'en ai, mais donnez-moi les vôtres. Bon, moi, voilà, quelques exemples. Donc on a d'abord la réintroduction du gypaète barbu, qui est le plus grand, en fait, vautour et le plus grand rapace d'Europe, dans l'Écosse, donc dans le Massif central. Voilà, donc ça c'est un très beau projet. Également la restauration des zones humides autour du Mont-Saint-Michel, un très beau projet. Ou encore la sauvegarde des tortues d'Hermann, qui sont une espèce en fait endémique dans le Var, qui ont été terriblement impactées par les incendies dans le Massif des Morts il y a quelques années. Là, il y a une association qui s'appelle la Soptom, qui se bat pour sauvegarder les tortues d'Hermann et qui a été lauréate donc de première édition de Mission Nature et sélectionnée par l'Office français de la biodiversité. Alors oui, effectivement, moi j'ai vu aussi restauration de canal dans le domaine du Paraclet, on est dans la Somme, suivi des oiseaux migrateurs dans le Morbihan, des forêts et espèces menacées en Martinique, enfin bref, c'est très très vaste. Vous faites totalement confiance à l'OFB, à l'Office français de la biodiversité, pour choisir ces projets, parce que voilà, 7 millions par an c'est déjà super, mais c'est en fonction de la taille du projet que la somme allouée est décidée. Comment ça marche en fait? C'est un peu la même mécanique qu'on a sur le patrimoine. Sur le patrimoine, on s'appuie sur l'expertise de la Fondation du patrimoine. Sur la biodiversité, on s'appuie sur l'expertise de l'Office français de la biodiversité, qui a évidemment, je crois que son nom l'indique, qui est la structure publique en plus experte en France sur ces sujets. Et effectivement, l'enjeu, la sélection de ces projets, c'est de prendre des projets qui sont, dont la robustesse est démontrée, dont l'impact sur la biodiversité est très clairement établi. Et ça, il faut des experts pour ça. Nous, on n'est pas des experts de la biodiversité. En revanche, on s'appuie sur ce partenariat avec l'Office français de la biodiversité, dont d'ailleurs nous sommes aussi, je tiens à le dire, devenus également mécènes, puisque à côté de Mission Nature, qui permet de générer des fonds, qui est en lien avec les joueurs qui se mobilisent, ça a été le cas l'année dernière, et encore cette année, peut-être qu'on va en parler, on a aussi choisi de contribuer très directement à l'OFB. On est devenu mécène de l'OFB. L'année dernière, on a conclu un mécénat pour 500 000 € pour soutenir 2 projets, dont un en Alsace pour permettre le retour d'espèces protégées comme le lynx dans la forêt de la Petite Pierre, par exemple. Il y a eu aussi un projet en Corse pour soutenir une espèce de requin en voie d'extinction qui s'appelle l'ange de mer. À chaque fois, c'est ultra précis. Mais c'est ça qui est passionnant. Super. Pour nous, c'est important parce qu'en tant qu'entreprise, moi je pense qu'aujourd'hui, on attend des entreprises qu'elles se mobilisent sur les questions de biodiversité, en tout cas, comme sur le carbone, avec leurs actifs, ce qu'elles peuvent faire. Donc nous, on sait faire des jeux pour sensibiliser le grand public, mais aussi en tant qu'entreprise, c'est important pour nos collaborateurs, on s'engage directement pour soutenir des projets. Donc c'était 500 000 €, ça sera la même somme en 2024, on a fait 700 000 € sur de nouveaux projets, donc le suivi des oiseaux migrateurs dans le golfe du Morbihan. C'était cela, c'était dans le cadre du mécénat. Dans le cadre du mécénat et également la restauration de forêts d'espèces menacées en Martinique, par exemple. Il y a ce côté mécénat, il y a l'argent que le jeu rapporte, et puis vous l'avez évoqué rapidement, il y a
c'est aussi un outil de sensibilisation. C'est-à-dire que quand on prend les tickets, il y a des univers différents, il y a des messages à faire passer. Alors tout à fait. Alors la deuxième édition de Mission Nature, elle a été lancée il y a un mois. Ouais. Et précisément, donc on a le même objectif avec cette fois-ci 19 projets nouveaux qui ont été identifiés. Pareil, en métropole, par exemple, un projet de la LPO qui s'appelle Une chouette, un village, pour recréer en fait des nichoirs dans 3000 villages en France, notamment dans l'Est. Et puis, pareil, à La Réunion, sauvegarder un gecko, un petit gecko qui s'appelle le gecko vert de Manapani, donc c'est passionnant. Mais effectivement, la sensibilisation est fondamentale et raison pour laquelle cette année, on a choisi de décliner les tickets autour de 4 tickets qui illustrent 4 écosystèmes. La forêt avec une chouette hulotte donc sur le ticket, les zones humides avec une salamandre, les prairies avec une orchidée et l'océan littoral avec les tortues kawan. Honnêtement, le principal objectif de Mission Nature, je le redis, c'est contribuer à la sensibilisation du grand public. On sent d'ailleurs qu'il y a une vraie appétence. On était au Salon des maires aussi cette semaine, on a discuté de ces sujets. Il y a une appétence des maires, il y a une appétence des citoyens. Oui, il y avait pour la première fois un salon de la biodiversité d'ailleurs, attenant au Salon des maires. Et ça montre bien que nous, on souhaite contribuer à cette aventure-là. C'est une façon pour l'entreprise de se mobiliser dans la droite ligne de nos engagements historiques. Mais on sent qu'aujourd'hui, la préservation de la biodiversité, c'est vraiment un enjeu sur lequel il faut se renforcer. On parle beaucoup du carbone, souvent pas assez de la biodiversité. Nous, on souhaite y contribuer. Merci beaucoup, Vincent Perrotin, et à bientôt sur Be Smart for Change. On passe à notre Zoom, la loi sur la simplification de la vie économique au programme. Retrouvez le débat de Smart Impact avec Veolia. Le Zoom de ce Smart Impact, il porte sur la loi de simplification de la vie économique. On va parler de ses conséquences, notamment pour la biodiversité, avec Thomas Utayakumar. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes le directeur des programmes et du plaidoyer à la Fondation pour la Nature et l'Homme. Avant de parler de cette loi, présentez-nous la Fondation. Quel est le rôle de cette Fondation ? Alors, la Fondation, aujourd'hui, elle travaille sur 5 grands programmes. 3 programmes dédiés aux enjeux agricoles et alimentaires, notamment la promotion d'une alimentation plus durable, et puis aussi la réduction d'usage des pesticides. On a un programme dédié à la biodiversité, et notamment la lutte contre l'artificialisation des sols, et on en parlera tout à l'heure. C'est le cœur de notre Zoom, oui. Et puis, un dernier programme sur la mobilité durable, et on a aussi récemment travaillé sur les enjeux de compétitivité de la France, à développer des filières de petits véhicules électriques et légers. Et puis, en parallèle, bien sûr, à développer toute la mobilité durable, à savoir une infrastructure de transport public qui soit au niveau et une mobilité douce et active, notamment le vélo et la marche. Oui, on y reviendra sur ces autres enjeux, mais évidemment, on va se concentrer sur les questions de biodiversité. Agir pour une biodiversité préservée, c'est effectivement l'un des défis de la Fondation pour la Nature et l'Homme. Et vous dites que cette loi sur la simplification de la vie économique pourrait mettre à mal la biodiversité. Pourquoi ? Alors, le projet de loi sur la simplification de la vie économique, son objectif, c'est de simplifier les règles et les normes en faveur de l'industrie. Si je m'arrête sur 2 exemples très concrets, qui malheureusement vont à l'encontre de nos objectifs de préservation de la biodiversité et de l'environnement, on a déjà un recul sur la manière de comptabiliser l'artificialisation qui serait générée par une implantation industrielle. Alors ça veut dire quoi ? Ça veut dire que je suis une industrie, je suis un porteur de projet et je n'aurai plus à comptabiliser les surfaces que je vais artificialiser, c'est-à-dire que je n'ai plus d'objectif de sobriété foncière. Ça, c'est un recul majeur, puisque aujourd'hui, on a un objectif ZAN. La France, elle a comme objectif de diviser par 2 son rythme d'artificialisation des sols d'ici 2030. Ça, c'est dans la loi, ça s'appelle la loi climat et résilience. Et cette loi, elle doit embarquer tous les secteurs d'activité, c'est-à-dire l'industrie, le transport, mais aussi le logement, qui est aussi un secteur très important, elle est censée les embarquer justement dans cet objectif de réduction de l'artificialisation. Et il y a un rapport interministériel qui est sorti très récemment et qui montre que l'industrie, d'ici 2030, elle va occuper 20 000 hectares. C'est à peu près 2 fois la superficie de Paris. Donc cet objectif-là, il a pour ambition de prendre une partie sur de la réhabilitation de friches industrielles, une partie sur de la densification, et puis il restera 8 000 hectares sur de l'artificialisation, c'est-à-dire qu'on va bétonner de nouvelles surfaces. Malheureusement, avec ce projet de loi, qu'est-ce qui va se passer ? Si on extrait l'industrie du ZAN, l'industrie, qu'est-ce qu'elle va faire ? Elle va plutôt aller sur, par exemple, des terres agricoles qui vont coûter beaucoup moins cher que de la réhabilitation de friches industrielles, parce qu'il faut la dépolluer, il faut la réaménager, c'est des terres qui sont délaissées. Et donc, elle va plus facilement aller vers ça, plutôt que d'aller sur de la densification ou de la réhabilitation de friches industrielles. Alors, j'étais, moi, cette semaine, au Congrès des maires de France, j'ai croisé beaucoup d'élus qui demandent
il n'y a pas que les industriels qui demandent effectivement un assouplissement sur le zéro artificialisation nette. Ils disent attention, cette loi telle qu'elle est conçue, elle peut accélérer la désertification de nos petites villes rurales. Donc en fait, moi je suis convaincu des enjeux, enfin si je fais une émission qui s'appelle Smart Impact, c'est que je suis convaincu de ces enjeux, mais est-ce qu'on peut concilier finalement ces enjeux environnementaux qui sont majeurs, l'urgence, tout le monde en est convaincu, avec quand même une croissance économique, notamment pour des villes moins développées que les autres? À la Fondation, nous, on a sorti une étude. Ouais. Donc, on va partir maintenant sur le secteur du logement. Ouais. On pourra reparler de l'industrie du transport. Mais par exemple, sur le logement, nous, on a sorti donc, des travaux sur la manière de concilier la lutte contre le mal logement. Le logement, c'est près de 2/3 de l'artificialisation des sols. Donc, c'est un sujet qui est clé. Et la lutte contre l'artificialisation des sols. On peut concilier aujourd'hui les deux. Il faut juste regarder le vivier, c'est-à-dire le potentiel qu'on a entre les mains. Il faut faire ce constat. Et donc, lorsqu'on a rencontré des collectivités, puisqu'on a aussi sorti des travaux sur la manière dont on peut aider les collectivités à mettre en œuvre ce ZAN, et notamment au niveau de l'argent, c'est-à-dire des dotations et de la fiscalité, lorsqu'on discute avec elles, on leur explique qu'aujourd'hui, il y a un vivier très important, par exemple, les logements vacants. En France, on a plus d'1 million de logements vacants, c'est-à-dire qui sont dans une situation de vacances de longue durée. On a aussi un potentiel de densification qui est important, c'est-à-dire la manière de densifier les villes de façon douce, c'est-à-dire par exemple surélever certains bâtiments, c'est pas faire des gratte-ciel, horrible, c'est de le faire intelligemment. Et puis on a aussi la densification douce horizontale, c'est-à-dire dans un périmètre donné, est-ce qu'on peut ou pas mettre plus d'infrastructures sur des territoires qui sont déjà artificialisés. Et puis il y a aussi l'usage des logements, le fait que finalement on sous-utilise souvent des logements. On pourra, je sais pas, je pensais à une école qui va servir à certaines heures de la journée et pas à d'autres, etc. Il y a la sous-utilisation de logements et puis aussi des logements qui sont sous-occupés. Ouais. C'est ce qu'on appelle aussi le parcours résidentiel. Ouais. Et lorsqu'on regarde... Donc vous dites aux élus, les solutions, vous les avez sous la main, c'est ça? On a énormément de recommandations de politique publique, notamment sur le secteur du logement. Ouais. Et puis on a d'autres qui vont nous parler après de la réindustrialisation. C'est un peu le prévisionnel de l'interministériel qui a dit qu'il va falloir de plus en plus de surface pour l'industrie. La réindustrialisation, il va falloir la faire dans certains secteurs clés. Notamment, par exemple, la mobilité. Nous, on a montré que, justement, aujourd'hui, la délocalisation, elle est massive. On a exporté nos industries ailleurs. Donc, aujourd'hui, on a perdu des centaines de milliers d'emplois, 100 000 emplois sur 10 ans dans le secteur de l'automobile. Et donc, si on veut se réindustrialiser et avoir quelque chose qui se fasse correctement pour la transition écologique, il va falloir aussi regarder ce qu'on a déjà entre les mains. Et tout à l'heure, un exemple clé, la réhabilitation des friches industrielles, c'est entre 90 000 et 150 000 hectares qu'on pourrait mobiliser. Et c'est des choses qu'on a entre les mains et qu'on pourrait davantage utiliser avant d'aller sur des nouvelles terres artificialisées, puisqu'aujourd'hui, l'espace n'est pas infini. Comment vous faites face à un mouvement contraire en ce moment? C'est-à-dire qu'on voit, là je parlais des maires, mais on pourrait citer les agriculteurs qui sont aussi dans un discours de dénonciation d'un empilement des normes, et notamment des normes environnementales. Que ciblent les agriculteurs beaucoup en ce moment? Et d'ailleurs, bon, on peut leur reprocher, c'est les offices français de la biodiversité, les antennes locales des offices français de la biodiversité, la police de l'environnement. Bon. C'est une question d'acceptabilité. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Comment rendre finalement cette transition, ces normes acceptables? Est-ce que peut-être il y a eu un petit excès de bureaucratie aussi? J'en sais rien. Est-ce qu'on peut se poser cette question-là? On peut se poser la question, et notamment dans le secteur agricole, il y a de la lourdeur administrative. On ne peut pas le nier, en fait. Il y a beaucoup de lourdeur pour remplir un dossier PAC, c'est la politique agricole commune, c'est très lourd. Après, est-ce que ça veut dire qu'il va falloir alléger les normes environnementales alors que l'agriculture, elle est assise sur des facteurs de production? C'est-à-dire qu'elle est elle-même victime en ce moment des phénomènes météorologiques extrêmes, c'est-à-dire les sécheresses à répétition, les inondations à répétition. Ça les amène à moins produire et puis ça les amène à avoir des revenus moins importants. Donc si on réfléchit, je pense, de la bonne manière, ce serait plutôt comment préserver les facteurs de production et donc les compartiments environnementaux et faire en sorte que les normes environnementales, elles permettent de le faire. Et aujourd'hui, ça rejoint un peu notre sujet du ZAN, c'est que tout le monde se sent écrasé par les normes environnementales, mais il y a une chose qui est clé, c'est qu'aujourd'hui, ces normes environnementales dont on parle, elles vont permettre justement à l'agriculture d'aller vers de l'agroécologie. Je suis d'accord avec vous, mais est-ce qu'on peut simplifier le droit de l'environnement sans renoncer à ces objectifs? Objectifs climat, objectifs biodiversité. Alors déjà, c'est de faire le constat, parce que vous parlez de l'agriculture, et vous savez, on entend beaucoup les syndicats majoritaires nous parler de surtransposition. Donc par exemple, l'exemple des pesticides. La France fait beaucoup plus d'efforts que l'Union européenne. On utilise des molécules que nos voisins européens n'utilisent pas. Ça fait des mois que je demande cette liste des surtranspositions au ministère concerné. Je ne l'ai toujours pas.
Où est cette fameuse liste des surtranspositions, c'est-à-dire des molécules actives, donc des pesticides, que nous, la France, nous ne devons plus utiliser et que nos voisins européens continuent à utiliser. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas du tout. Mais cette fameuse liste interminable, je ne l'ai toujours pas entre les mains. Ça, c'est mon premier point. Et puis, le deuxième point, sachez qu'aujourd'hui, on parle par exemple beaucoup du Mercosur. C'est ce fameux accord de libre-échange qui cristallise les tensions. Les pays d'Amérique du Sud, Il faut savoir que la crise, elle est beaucoup plus profonde. En fait, le Mercosur, c'est un peu l'arbre qui cache la forêt. La crise, elle est beaucoup plus profonde, notamment sur l'enjeu de la rémunération. Alors, vous allez me dire, oui, mais les syndicats en parlent. Ils parlent beaucoup de la rémunération et donc de rémunérer au coût de production. Mais est-ce qu'on ne peut pas aller un tout petit peu plus loin et comprendre ce que demande véritablement, par exemple, le syndicat majoritaire ? Qu'est-ce que ça veut dire, respecter les coûts de production ? Est-ce qu'ils sont en mesure de dire à la base, et donc à tous leurs agriculteurs, nous allons entamer une réflexion sur le revenu plancher, à partir duquel on va négocier avec tous les maillons économiques d'une filière ? Est-ce qu'on est en capacité d'aborder la question de la transparence et de l'encadrement des marges ? Et sur ce point, une étude qu'on a publiée sur le secteur laitier, aujourd'hui, en l'espace de 3 ans, plus 61% de bénéfices nets, donc des centaines de millions d'euros dégagés par le secteur de l'aval, agroalimentaire et distributeurs, et de l'autre côté, des agriculteurs qui ne gagnent même pas un SMIC horaire. Est-ce qu'on pourrait aller davantage sur cette transparence des marges qui permettrait aux agriculteurs, justement, de dégager plus de revenus ? Ça, c'est des vrais sujets qui vont devoir être abordés dans les prochains véhicules politiques. Et effectivement, je suis d'accord avec vous, c'est des choix politiques, ce sont des mutations qui sont importantes, qui doivent pouvoir nous faire rêver. C'est compliqué de passer d'un discours qui a plutôt été un discours culpabilisateur et anxiogène à un discours positif. Mais les citoyens, on a aujourd'hui un peu de mal à les embarquer quand on voit les résultats des dernières élections européennes ou des dernières élections législatives. Les partis qui portent ces ambitions-là, ils ont du mal à convaincre. Comment vous l'expliquez, ça ? Alors déjà, c'est une question de clarté. Par exemple, je vais vous prendre l'exemple de l'agriculture biologique. On en parle beaucoup parce que l'agriculture biologique, elle est plus chère. Vous allez au supermarché, vous allez vous retrouver avec un produit bio qui est plus cher qu'un produit conventionnel. Déjà, les gens ne comprennent pas pourquoi. C'est-à-dire, pourquoi est-ce qu'un agriculteur va vendre un produit bio plus cher ? Parce qu'il y a plus de travail à l'hectare, parce que ça va nécessiter une manière de raisonner sa manière de produire différemment, et donc ça va coûter plus cher à la production. Et donc, aujourd'hui, un consommateur, déjà, il ne comprend même plus dans cette jungle de labels, avec ses marques privées qui foisonnent, ses autres labels, pourquoi il devrait acheter un produit plus cher. Et le problème qu'on a, c'est que la politique publique française, c'est de doubler nos surfaces bio d'ici 2031. C'est-à-dire qu'on doit atteindre 21% de surface bio. 21%. C'est un semi-marathon, c'est un 21 km. On a 6 ans pour l'atteindre, pour doubler nos surfaces. Et donc, à ce moment-là, se dire qu'on n'a pas de débouchés, on a des consommateurs qui délaissent les produits bio et on a une politique publique qui essaye de booster l'agriculture biologique, ça ne marche pas. Et donc nous, on a émis des recommandations de politique publique justement pour élargir ces débouchés. Aujourd'hui, la restauration collective a l'obligation de mettre 20% de bio dans son offre de restauration. Pourquoi pas raisonner restauration commerciale, les cafés, les bars, les restaurants, comment les embarquer dans l'aventure ? Il y a plein de solutions, des crédits d'impôt pour ceux qui jouent le jeu, etc. La formation initiale et continue des cuisiniers. Et puis enfin, les distributeurs qui ont le rôle majeur, et on est en train justement de discuter avec eux pour voir s'ils respectent vraiment leurs engagements de promotion de la bio. Merci beaucoup, c'était passionnant. Merci Thomas Utayakumar et à bientôt sur Be Smart for Change. On passe tout de suite à notre rubrique Startup. Smart Ideas, la bonne idée du jour, elle est signée Romain Baheux. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes le cofondateur de Bioteos. Vous l'avez créé en juin 21 avec Romain Desnains, qu'on a déjà reçu dans l'émission. Bon, on va faire une sorte de point d'étape et puis rappeler à nos téléspectatrices et téléspectateurs qui ne vous connaissent pas de quoi on parle. C'est quoi Bioteos ? Alors Bioteos, très simplement, c'est une société qui va utiliser des algues microscopiques, des microalgues, pour répondre à différents types d'enjeux de demain, qu'ils soient environnementaux ou sanitaires. Donc nous, là, actuellement, on a décidé de s'orienter vers la pollution de l'air. C'est un sujet qui est malheureusement assez commun et assez d'actualité. Avec quoi ? Avec des machines qu'on peut installer par exemple dans nos bureaux, dans nos espaces de coworking qui vont filtrer, qui vont purifier l'air, c'est ça ? Tout à fait. On propose une gamme Air, on l'appelle comme ça, donc une gamme Air avec des machines, des machines qui font 1,60 m de haut, 50 cm d'emprise au sol, des machines qui sont vraiment destinées aux espaces tertiaires, donc des open space, des cafétérias et autres. La particularité de la machine, c'est qu'en fait, on va vraiment faire pousser des algues à l'intérieur et ce sont ces algues qui vont traiter l'air. Parce qu'en fait, on va venir aspirer l'air avec des ventilateurs et on va le mettre en relation avec ces algues. Et ces algues, naturellement, elles jouent ce rôle de purification d'air ?
Alors, c'est relativement naturel, c'est vrai. En Ouais. fait, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on va vraiment apporter des ventilateurs pour forcer l'air à se faire traiter par ces algues. L'air et les polluants dissous dans cette air vont ensuite se dissoudre dans l'eau, et les microalgues sont dans l'eau. Les microalgues vont venir se nourrir de ces polluants. C'est comme ça que ça fonctionne. Ouais. Il y a eu plusieurs années de recherche et développement pour arriver à cette machine. Vous continuez de la faire évoluer aujourd'hui ? Toujours. Là, on est vraiment sur la version numéro 2, une version numéro 2 que nous commercialisons maintenant, donc depuis à peu près le mois de mars de cette année. Une version plus interactive, c'est-à-dire qu'en fait, vous avez le totem, donc on l'appelle le totem, c'est une colonne, tout simplement, avec les algues à l'intérieur. Et ce que nous proposons à nos clients, c'est de récolter l'algue également pour mettre dans les plantes du bureau. Alors ça, c'est intéressant. Donc, ces microalgues, on les récupère, ça devient un engrais, c'est ça ? Ouais, tout à fait. C'est un engrais formidable. Donc, on les met dans les plantes du bureau. À savoir qu'on a d'autres projets par la suite pour peut-être passer à un stade potentiellement industriel. Ouais. Il y a une autre offre, c'est une offre de mobilier urbain qui est, je crois, utilisée ou testée dans le métro de Lille. Oui, tout à fait. Alors, depuis quand et avec quels résultats ? Alors, on l'a testé entre mars et juillet 2022, avec des résultats assez impressionnants. On a eu 58% de taux d'abattement sur des particules fines. Donc, pour parler très, très simplement, vous pouviez, au bout de 3 mois d'expérimentation, respirer une qualité d'air à peu près la même que de l'air de campagne, tout simplement, mais dans un métro. Ouais. Et alors ça c'est toujours un axe de développement ou vous avez décidé de vous concentrer plutôt sur les espaces de bureau ? Alors c'est un axe de développement, on est en discussion avec certains métros français. Maintenant, les collectivités, les marchés publics, c'est très long. Et donc, il nous faut, au niveau stratégique, il nous faut en fait orienter, du moins les ventes sur Oxylonès. Donc, c'est vraiment ça qu'on plébiscite actuellement. Oxylonès, c'est vraiment le mobilier de tertiaire. C'est le totem dont vous parliez. Exactement. D'accord. Vous avez annoncé une levée de fonds d'1 200 000 € au mois de septembre. Peut-être pour commencer avec quel partenaire ? Et puis ensuite, on parlera de la stratégie. Alors, 1,2 million avec des partenaires bancaires, déjà, premièrement. Donc, forcément, la BPI. Nous, on est également suivi par le CIC. Derrière, on est passé également par un business angel qui a vraiment été séduit par l'idée et qui s'est vraiment donné dans ce projet. Il a mis presque un demi-million. D'accord. Et avec quelle stratégie ? Qu'est-ce que vous faites de cet argent ? Alors, cet argent va essentiellement servir à nous staffer en fait, au niveau commercial, puisque Romain et moi, nous sommes 2 ingénieurs. On s'est connus en école d'ingénieur. Le problème d'un ingénieur, c'est qu'il reste ingénieur. Ça y est, voilà. La technique, c'est OK. Le commercial, c'est un peu plus compliqué. Donc maintenant qu'on a les machines, on veut les vendre. Comment vous imaginez l'avenir de Bioteo si vous vous projetez là à 5 ou 10 ans ? Alors à 5 ou 10 ans, déjà premièrement, rien que cette année, on va déjà développer tout simplement le déploiement au national. Donc là, on vise un chiffre d'affaires environ de 2 millions d'euros pour l'année prochaine. Donc là, c'est en bonne voie. On a déjà 10 machines installées et 20 machines signées déjà pour le mois de janvier. Derrière, à 5 ou 10 ans, on a vraiment une dimension internationale avec cette machine, avec cette gamme R. On appelle R, pourquoi ? Parce qu'en fait, on va développer une gamme O également. Nous, d'ici 5 ou 10 ans, on voudrait passer au stade industriel en traitant cette fois-ci les eaux usées brassicoles. Donc c'est en cours de test, on a des super résultats et peut-être que l'année prochaine, on va annoncer quelque chose sur nos réseaux. J'en dis pas plus pour l'instant, c'est une surprise. Et qui sait, jamais 203, peut-être que vous viendrez nous en parler dans Smart Impact. Merci beaucoup Romain Baheux et bon vent à Bioteos. Voilà la fin de cette émission. Je voudrais remercier Alexis Mathieu et Marie Billat, programmateurs et producteurs, Théo Boscar, le réalisateur, et Louise Merlin au son. Belle journée, salut.